Bonsoir, voilà donc pour les titres. L'étonnant duel du second tour de la présidentielle entre le juriste rigoriste Kais Saied et le magnat controversé des médias Nabil Karoui, actuellement en prison, a été confirmé. L'instance électorale a délibéré et placé le professeur Kais Saied en première position avec 18,4% des voix devant M. Karoui 15,58%. Je n'ai pas fait une campagne électorale classique, c'est pratiquement une campagne explicative. Une campagne où je ne donne pas c'est pas un programme électoral comme à l'accoutumée, comme c'est connu. Aucun des nombreux candidats du camp centriste issus du parti Nida Tounes qui avait gagné la présidentielle et les législatives en 2014 n'atteint les 11%. Cumulé, leur score dépasse toutefois celui de M. Saied. La mission d'observation déployée en Tunisie par l'Union européenne souligne que le scrutin était libre et transparent. Faisant allusion à l'homme d'affaires incarcéré Nabil Karoui, elle a appelé à accorder une chance égale aux deux candidats. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'assurer que la campagne donne pleinement les mêmes chances à tous les candidats. De sa cellule, M. Karoui a appelé ses partisans à donner une place clé à son parti au Parlement. En fonction des recours, le second tour pourrait être organisé le 6 octobre, soit le même jour que les législatives ou le 13 octobre, a précisé l'instance électorale. Il fut un temps où Gloria rêvait d'une carrière internationale dans la mode. Mais depuis son retour au Nigeria, à Benin City, elle travaille comme couturière dans un atelier de la place pour un salaire mensuel de $40. Comme beaucoup de Nigérians qui ont tenté de fuir la pauvreté, c'est en Libye que le voyage pour l'Europe de Gloria a connu une interruption précoce. Mon père croyait simplement que si je voyageais, je pourrais aider la famille. À mon retour, c'est seulement à lui que j'ai raconté ce que j'ai vécu. Je ne l'ai dit à personne d'autre. L'État d'Edo, qui a dû accueillir à lui tout seul 4 800 des 14 000 rapatriés depuis 2017, a mis en place un rare programme de soutien pour ces populations extrêmement vulnérables. C'est une priorité pour nous de donner aux rapatriés et aux jeunes, dont certains migrants, des emplois et des opportunités qui les intéressent. Ce qu'ils aimeraient faire, mais pas seulement cela. Nous ne voulons pas seulement les embaucher, nous voulons aussi leur offrir des carrières. Selon le Bureau national des statistiques, 55% des moins de 35 ans n'avaient pas d'emploi au Nigeria fin 2018. Tike avait un petit boulot avant de tenter de gagner l'Europe en février 2017. 10 mois plus tard, il était de retour en Libye. Il vit aujourd'hui dans son minuscule appartement avec sa petite amie et leur fille de 4 mois. Quand j'étais en Libye, je me suis dit, il faut survivre. Et c'était difficile. J'ai traversé beaucoup de choses. Mais si j'ai survécu 4 jours dans le désert sans manger, alors je pourrais jeûner 1 mois. Je suis mieux ici. Plus de 60 000 Nigérians sont toujours bloqués en Libye, pour la plupart dans des centres de détention ou entre les mains de trafiquants et milices. À quelques 600 km au nord-ouest de Bangui, des tirs bien nourris des forces armées centrafricaines. Ces militaires sont en pleine formation sous l'égide de l'Union européenne. 40 jeunes s'exercent ici à manier la Kalachnikov et utiliser les lance-roquettes. Cette séance de tir s'inscrit dans une formation globale plus générale de la FETA, formation élémentaire toutes armes, qui vise à former 1000 jeunes recrues, à la fois sur le site de Boar et sur le site de Bangui. Depuis 3 mois, nous formons 508 jeunes recrues à la formation élémentaire tout type d'armes. C'est des nouveaux éléments qui vont renforcer les effectifs des forces armées centrafricaines après leur formation. Lors de sa visite dans la localité le 12 juillet 2019, le chef de l'État Faustin Archange Touadéra avait officialisé la réhabilitation du camp Leclerc, ancienne base française transférée à l'État centrafricain en 1997. Les travaux ont débuté en novembre 2018. C'est sur un projet d'aide à la reconstruction de l'État. Nous sommes dans le camp, dans le camp Leclerc, dans la partie famille, et où des logements vont être habilités.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient d'adopter une résolution assouplissant l'embargo sur les armes en Centrafrique en vigueur depuis 2013, ce qui facilite des formations de ce genre dans le cadre d'un vaste programme de redynamisation des forces armées centrafricaines afin de lutter efficacement contre les groupes armés. Il est l'heure maintenant de vous proposer la rubrique hebdomadaire de l'économie comme chaque mardi. Et ce soir, nous retrouvons Eric Manirakiza. Bonsoir Eric. Bonsoir Jacques, c'est un plaisir de vous rejoindre ici. Merci Eric. C'est une actualité que nous suivons. Les prix du pétrole se sont enflammés en début de semaine après les attaques contre le pétrole saoudien et plus de 5% de la production mondiale suspendue pour au moins un mois, Eric. L'usine touchée est la plus grande pour le traitement de pétrole au monde. Les deux attaques ont entraîné une chute de moitié de la production saoudienne à hauteur de 5,7 millions de barils par jour, soit environ 6% de l'approvisionnement mondial. De Moscou à Washington, les autorités ont tenté de rassurer les marchés, affirmant que cela n'allait pas conduire à une pénurie d'or noir dans le monde, mais elles n'ont pu empêcher une flambée des cours liés à des incertitudes que cette pénurie fait peser sur l'économie mondiale. C'était ce lundi. Un tel mouvement des cours du pétrole crée de l'anxiété sur les marchés. Wall Street a clôturé en baisse lundi. Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a lâché. Le Nasdaq a reculé et l'indice élargi SP500 a cédé. Outre la brutale réduction de l'offre, cette hausse des cours du pétrole déclenchera probablement de nouveaux des craintes de récession, car des prix élevés sont négatifs pour la croissance économique. Jacques. Si la remise en service prend plus de temps, disons plus de 5 semaines, l'économie mondiale en sera affectée. Les prix atteindront peut-être 100 ou 110 $. Cela affectera l'ensemble de tous les pays. Le monde ne peut pas faire face à plusieurs problèmes. La guerre commerciale, la fragilité de l'économie européenne, les pays en voie de développement souffrent également. Les conséquences pour l'économie mondiale en seront très mauvaises. L'évolution des cours du pétrole dans les prochaines semaines dépendra donc de l'étendue des dégâts à l'usine d'Abqaiq. Comment amortir le choc, Jacques? Deux solutions sont possibles, soit pomper plus, soit recourir aux réserves mondiales. Le royaume wahhabite possède en stock des niveaux équivalents à environ 35 jours des exportations du pays. Le président américain Donald Trump a autorisé l'utilisation des réserves stratégiques américaines de pétrole. Et ce qu'il faut savoir, entre-temps, la situation a évolué positivement. Le baril de brut a chuté ce mardi après des informations indiquant que la production saoudienne pourrait être rétablie d'ici à 2 semaines. Jacques. Et maintenant, Eric, on va en République démocratique du Congo pour parler investissement. Tout à fait. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, était de passage vendredi à VOA Afrique. Son rôle essentiel est de fournir aux investisseurs locaux et internationaux des informations actualisées sur les secteurs prioritaires du pays, des orientations en matière d'investissement et des recommandations sur le climat des affaires. Suivez une partie de l'entretien qu'il a accordé à notre confrère Eddie Isango. Congo is back now. Pourquoi je le dis? Il faut présenter le nouveau visage de la RDC. Ce n'est pas seulement Ebola, ce n'est pas seulement corruption, ce n'est pas seulement mauvaise gouvernance, mais c'est aussi ce qu'il y a dans les aspects de la régulation. Donc nous avons eu des engagements avec même certaines structures en disant nous allons venir faire une prospection, nous allons venir chez vous pour voir est-ce que ça évolue. Et donc voilà, je peux vous dire qu'il y a une satisfaction dans la présence, dans l'image et dans la présence en fait de la RDC. Avant de vous quitter, Jacques, on met le cap sur l'Afrique du Sud, plus précisément la ville de Durban, où la pollution au mercure reste un sujet de préoccupation. Une usine anglaise de traitement de mercure a fermé ses portes il y a plus de 20 ans après et a laissé derrière elle des tonnes de déchets de métaux lourds. Les autorités sud-africaines sont absentes, selon plus d'un, quant à la gestion de cette situation, alors que les organisations environnementales ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Un reportage d'Asma Botmi-Clark. Ce bassin d'eau au milieu de la brousse est rempli d'une eau extrêmement toxique. Pourtant, il n'y a aucun signe pour nous avertir du danger. Situé juste en aval de l'ancienne usine anglaise de distillation de mercure, Tor Chemicals, ce point d'eau était un barrage devant empêcher les eaux toxiques
d'être déversés dans la nature. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, ce plastique qui est censé être une doublure étanche est complètement détruit. Il y a une fuite sur le côté. Ceci est un site toxique qui s'étend du haut de la vallée jusqu'à ce bassin versant de la rivière pour ensuite atteindre les villages plus bas. L'usine anglaise Tor Chemicals s'était installée dans cette banlieue de Durban dans les années 80 avec pour promesse recycler et éliminer les déchets de mercure. L'installation de l'usine a apporté de l'emploi dans la région, mais surtout une pollution sans précédent. Celle-ci lui a valu sa liquidation dès la fin de l'apartheid. L'usine a quitté le pays, mais a laissé derrière des tonnes de déchets mercuriels. Cela fait des années que nous mettons en garde le ministère de l'Environnement. Depuis 2009, nous leur disons qu'il faut qu'ils envoient ces déchets en Europe, en Suisse, pour les traiter. Il est impossible de traiter ces déchets en Afrique du Sud. Nous n'avons pas les facilités et le gouvernement le sait. Rogers a travaillé 9 ans chez Tor Chemicals. Aujourd'hui, il souffre de problèmes rénaux et souhaite que justice soit faite pour ceux qui n'ont pas survécu à l'intoxication. J'ai fait une liste des anciens ouvriers qui travaillaient avec moi chez Tor Chemicals. Cette liste se compose de 104 travailleurs. Parmi ces 104 personnes, plus de la moitié est morte de maladie. Alors nous espérons que quelqu'un va enfin nous écouter et régler cette affaire. Il y a quelques semaines, la ministre sud-africaine de l'Environnement promettait d'entrer en contact avec les autorités anglaises afin de faire pression sur Tor Chemicals. Peu de temps après cette déclaration, un incendie criminel est venu détruire une partie de l'usine, injectant ainsi des vapeurs mercurielles dans l'atmosphère et créant toujours plus de pollution. Asma Botmi-Clark pour VOA, Durban. Voilà pour ce reportage réalisé à Durban. Merci bien Eric, vous revenez mardi prochain? Je l'espère bien, je serai là. Bonsoir à tous. Vous le disiez en titre, François Zawi quitte son poste de sélectionneur du Niger. Le technicien ivoirien l'a annoncé en conférence de presse à Abidjan. J'ai décidé de partir pour des raisons personnelles, a confié Zawi, qui a passé 4 ans au Niger à la tête du MENA depuis 2015. Il totalise 16 matchs officiels pour 5 victoires, 4 nuls et 7 défaites. La destination du vice-champion d'Afrique en 2012 avec la Côte d'Ivoire n'est pas encore connue. Athlétisme, le Kenya se prépare pour les championnats du monde qui auront lieu du 27 septembre au 6 octobre prochain. À Nairobi, les athlètes kenyans qualifiés pour cette compétition multiplient les entraînements et parmi eux, Béatrice Chepkoch, détentrice du record du monde du 3000 mètres steeple féminin, et Timothy Cheruiyot, vainqueur du 1500 mètres à la Diamond League. Tous deux ont remporté les courses respectives aux essais. Ivan Kieng, favorite qui a remporté l'or au championnat du monde de 2015, a pour ambition de conserver son titre à Doha. Le Kenya, géant de l'athlétisme, prévoit de sélectionner 70 athlètes pour ces championnats mondiaux. Depuis les Jeux olympiques de Rome en 1960, les coureurs kenyans règnent sur les courses de fond et les athlètes annoncés favoris veulent perpétuer cette tradition. Oui, c'est une bonne saison car je n'ai raté qu'une seule ligue de diamant Oslo. Mon objectif est de remporter le championnat du monde. Quand j'irai aux Jeux olympiques, j'essaierai de remporter la médaille d'or parce que je sais que le Kenya ne l'a plus jamais remporté depuis 2005. Parlons à présent d'un sport populaire au Nigeria, le dambé, qui puise ses racines dans la tradition et comme dans les arts martiaux mixtes modernes. C'est une forme féroce de boxe traditionnelle où tous les coups ou presque sont permis. Dans le temps, ce sport ne générait aucun revenu pour ses pratiquants, mais de plus en plus, les combattants sont maintenant rémunérés grâce à une collecte de fonds en ligne. Suivez. Pas d'embout buccal et pas beaucoup de rembourrage sur les poings. C'est un sport de guerrier. Même avant de devenir un combattant de dambé, j'ai toujours aimé me battre. Ce sport de combat traditionnel nigérien appelé dambé met en scène 2 combattants qui se donnent coup pour coup jusqu'à la victoire de l'un ou à l'abandon de l'autre. Un jour, j'ai vu un groupe de personnes se battre dans le cadre du dambé et je savais que je pouvais le faire. Les combattants enroulent au choix une de leurs mains avec des sangles appelées kara,
Traditionnellement, ils plongeaient la main frappante dans la résine et le verre brisé. Les temps ont bien changé. L'objectif global pour nous en tant qu'entreprise est essentiellement d'élever ce sport de cette terrain rustique à un sport de renommée internationale. Vous comprenez, en l'extériorisant comme l'UFC et le MMA. Fondée en 2017, l'entreprise Dambé Warriors a attiré 100 000 abonnés avec plus de 24 millions de vues d'une poignée de pays, dont la Thaïlande et les États-Unis. À long terme, il s'agit pour nous de construire cette franchise Dambé Warriors en faisant le plus grand sport de combat d'Afrique. Les combattants peuvent gagner entre 400 et 900 $ lors des tournois majeurs qui sont filmés et mis en ligne pour les abonnés. Je suis très heureux de ma vie parce que j'ai à manger quand je combats. J'ai de l'argent pour me détendre avec mes amis et ma famille. Des conditions qui pourraient s'améliorer car les promoteurs de ce sport travaillent à élargir leur audience et veulent construire une arène moderne pour mieux attirer les touristes. Pourquoi pas? À demain. Et voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. C'était Jacques Aristide à Washington. Et voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. C'était Jacques Aristide à Washington. Merci à toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. À demain. Merci.